Les traités européens ne sont pas gravés dans le marbre, annoncé en août 2022 Olaf Scholz à Prague. 5 ans auparavant, à la Sorbonne à Paris, Emmanuel Macron avait déclaré « On ne peut pas parler tout le temps d'une Europe des nations ». Historiquement, la convergence des intérêts franco-allemands vers un État européen unique n'était pas si apparente. Au contraire, c'était le produit d'un rapport de force en constante évolution. Mais l'architecture actuelle des systèmes mondiaux et européens signifie que pour la première fois dans l'histoire, Berlin et Paris, les deux centres de pouvoir les plus puissants d'Europe, parlent d'une seule voix. L'Europe doit évoluer vers un super-État. Pour examiner le concept d'État fédéral européen et comprendre toute la dynamique des relations au sein de l'Union européenne, nous devons faire un voyage plus long dans le passé. Bienvenue dans le rapport des années 20. Lors de la session plénière du Parlement européen du 22 novembre 2023, les députés du Parlement ont voté en faveur d'un projet préparé par la Commission des affaires constitutionnelles. Il prévoit une révision fondamentale des traités de l'UE. Le résultat serait une extension des compétences de Bruxelles dans des dizaines de domaines et, surtout, la suppression du droit de veto au Conseil de l'Union européenne. 291 députés ont voté pour la résolution, 274 contre et 44 se sont abstenus. Ce n'était que la première des nombreuses étapes nécessaires tout au long du processus. Il n'est néanmoins pas surprenant que le projet initié par des députés européens chrétiens-démocrates, socialistes et verts, entre autres, visant à transformer l'Union en un État fédéral de fait, soit soutenu au Conseil de l'Union européenne par le chancelier allemand et le président français. Pour comprendre l'ensemble du processus d'intégration européenne et tenter d'évaluer les chances de transformer le vieux continent en un seul État, il est nécessaire de faire un petit voyage dans le temps, pas à pas dans le passé, puis retour au présent. Les traités européens ne sont pas gravés dans le marbre, annoncé le 29 août 2022 Olaf Scholz à Prague. Bien que le chancelier allemand ait adressé ses paroles aux étudiants et universitaires de l'université Charles, son discours ne pouvait guère être considéré comme une conférence standard. Le dirigeant du plus grand pays de l'Union européenne a déclaré « Si nous ne parvenons pas ensemble à la conclusion que les traités doivent être modifiés pour que l'Europe puisse avancer, alors nous devrions le faire. » Mais Scholz n'est pas le premier dirigeant d'un pays clé de l'UE à faire une telle déclaration. Le président français Emmanuel Macron défend depuis des années une vision de changement similaire. Il convient de noter qu'il a également dévoilé ses propositions lors d'une conférence universitaire, non pas à Prague, mais à la Sorbonne, à Paris. « Nous ne pouvons pas parler tout le temps d'une Europe des nations », a-t-il déclaré devant l'auditoire le 26 septembre 2017. Au lieu de cultiver l'existence des États-nations, il a appelé à une réforme des traités afin qu'ils resserrent les liens fédéraux dans l'ancien continent. Il est intéressant de noter que son appel à la transformation de la Commission européenne en quelque chose ressemblant à un gouvernement européen, avec seulement 15 commissaires, avait déjà été lancé à cette époque. Cependant, la chancelière Angela Merkel s'est montrée très sceptique quant à la vision du président français. D'autant qu'il semblait rêver de redonner à la Ve République le rôle qu'elle jouait dans la communauté il y a plus de 30 ans, lorsque Jacques Delors présidait la Commission européenne pendant une décennie. Cette position de Berlin a changé lorsque les partis, qui ont ensuite formé l'Ampelkoalition, coalition des feux tricolores, ont remporté les élections en 2021 en Allemagne. Dans l'accord de coalition présenté au public le 24 novembre 2021, le SPD, les Verts et le FPD ont déclaré conjointement que l'objectif du gouvernement du chancelier Olaf Scholz était de réformer l'Union pour devenir un État fédéral européen organisé selon le principe de subsidiarité et de proportionnalité et la charte des droits fondamentaux. Nous en avons parlé davantage dans nos documentaires de cette époque. 3 mois plus tard, la Russie envahissait l'Ukraine et l'économie allemande, ainsi que celle des autres États de l'UE, était confrontée à une crise énergétique. Dans le même temps, une crise politique était en cours, car c'est ce que l'on pourrait appeler l'effondrement complet de la politique orientale que Berlin menait à l'égard de Moscou depuis le règne du chancelier Gerhard Schröder. La campagne russe de conquête de l'Ukraine, lancée par Vladimir Poutine, a contraint Scholz à tenter une fuite en avant. Cela impliquerait de resserrer les liens au sein de l'Union et de rationaliser le processus décisionnel de la communauté. Le chancelier
a donc fait ce que le président Macron préconisait depuis longtemps. Quand, sinon maintenant, allons-nous créer une Europe souveraine, capable de survivre dans un monde multipolaire, a demandé rhétoriquement Olaf Scholz à la fin de sa conférence à l'Université Charles. Après avoir présenté au public la vision d'une nouvelle Union, rassemblant jusqu'à 36 États, y compris l'Ukraine, dans laquelle les décisions seraient prises à la majorité. Une telle Europe serait capable de mener une politique étrangère unifiée et de disposer de ses propres forces armées. Elle deviendrait également un partenaire égal aux États-Unis et à la Chine dans le jeu du pouvoir. Si l'on croit à l'idéalisme en politique, on pourrait affirmer que le chancelier Scholz aimerait enfin concrétiser la vision esquissée par Jean Monnet et Robert Schuman il y a plus de 70 ans. Le premier affirmait que les peuples d'Europe n'ont d'autre avenir que l'union. Schuman, plus conservateur, comprenait la résistance que cela provoquerait dans les États-nations, mais croyait qu'elle pouvait être surmontée. Lors d'un discours en mai 1960, Schuman soulignait que le terme de pouvoir supranational éveille des soupçons. Mais il n'est rien d'autre que l'application du principe de majorité aux relations internationales qui, au niveau national, sont considérées comme le premier moyen d'exercice de la liberté. Et il a prononcé ce discours à l'occasion du 10e anniversaire de l'annonce de son projet de coordination de la production d'acier et de l'extraction du charbon, et donc de la création d'une communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA, par 6 pays d'Europe occidentale. La mise en œuvre du plan Schuman est considérée comme le moment charnière qui a finalement conduit à la création de l'Union européenne moderne. Mais derrière l'idéalisme de Schuman se cachait le dur pragmatisme des dirigeants de la France et de la République fédérale d'Allemagne de l'époque, qui reconnaissaient que, grâce à la vision d'une Europe commune, ils seraient capables de reconstruire la position des deux pays dans le monde. Il faut ici remonter encore plus loin dans le temps pour discerner certaines régularités. Le vieux continent est passé à 2 reprises au cours des derniers siècles sous le contrôle d'un centre de pouvoir unique. La première fois, c'était au début du XIXe siècle, lorsque la France, dirigée par Napoléon Bonaparte, subjuga presque toute l'Europe. Au siècle suivant, l'Allemagne d'Adolf Hitler accomplit le même exploit. À chaque fois, la domination du vieux continent par une seule force fut de courte durée et accompagnée d'une série d'affrontements militaires qui furent les plus sanglants de leur époque. Et le coût de l'entreprise s'est avéré écrasant pour les États qui devaient en être les bénéficiaires. À la suite des guerres napoléoniennes, la France a cessé d'être la plus grande puissance du vieux continent et n'a jamais retrouvé cette position. La Seconde Guerre mondiale a eu un effet tout aussi désastreux pour l'Allemagne, qui a ensuite été divisée en 2 États par les Alliés victorieux. Il est intéressant de noter que les 2 projets d'unification de l'Europe par la force, au travers d'une seule nation, ont échoué à cause des puissances navales qui ont constamment tenté de l'empêcher. Le Royaume-Uni a retenu Napoléon, tandis que l'Allemagne a été retenue par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Cependant, la défaite de la France et de l'Allemagne a été scellée par la défaite des guerres contre la Russie tsariste, à l'extrémité orientale du continent, et son héritier, l'Union soviétique. Les échecs et la perte de pouvoir qui les a accompagnés ont été des leçons douloureuses. La France a d'abord commencé à tirer la conclusion qu'il fallait suivre une voie différente. Elle y fut contrainte par le déclin de son importance par rapport à l'époque napoléonienne dans les domaines militaires, économiques et même démographiques. Au début du XIXe siècle, la France était la puissance la plus peuplée du continent, avec 28 millions d'habitants. Mais en 1914, sa population n'était plus que de 39 millions. Pendant ce temps, les Britanniques et les Allemands ont triplé, tandis que les Russes ont quadruplé. Tous ces pays se sont imposés en un siècle comme des puissances plus importantes que la Troisième République. Puis, pendant la Première Guerre mondiale, plus de 6 millions de jeunes Français sont morts ou ont été blessés à vie. Dès lors, on ne redoute plus rien à Paris qu'une guerre sanglante. C'est alors que débute la construction de la ligne Maginot. Parallèlement, en septembre 1929, le ministère français des Affaires étrangères prépare une offre adressée à 27 pays européens. Aristide Briand leur propose la création de liens fédéraux communs. Il a présenté le plan concret dans un mémorandum spécial annoncé 8 mois plus tard. La Confédération européenne devait avoir un parlement supranational et des commissions ayant des rôles quasi gouvernementaux. Il s'agissait de garantir une paix perpétuelle sur le vieux continent, tout en garantissant à Paris son rôle de leader. Le plan Briand n'avait de chance de succès qu'avec l'approbation de Berlin. C'est là qu'Adolf Hitler s'empare du pouvoir et entraîne avec lui la guerre la plus sanglante de l'histoire.
la France sort très affaiblie de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Paris était toujours dans une meilleure position que l'Allemagne vaincue, qui a perdu 24% de son territoire et ensuite été non seulement divisé en deux États, mais l'un d'entre eux, la République démocratique allemande, est tombé sous la botte de Moscou. La République fédérale d'Allemagne, en revanche, devait respecter les exigences des Américains victorieux. Cet état de fait s'avère être un bon début pour revisiter les idées d'Aristide Briand. D'autant plus que l'intégration des pays de la partie occidentale du vieux continent commençait également à être favorisée par un certain nombre d'autres facteurs. La perte de l'Italie a abandonné les rêves de Mussolini de reconstruire l'Empire romain. Les Pays-Bas n'avaient plus la force de dominer même les restes de leur empire colonial. La Belgique et le Luxembourg se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas, seuls, l'ombre d'une chance de défendre leur indépendance. Dans le même temps, la politique étrangère britannique changeait radicalement. Face aux troubles internes et à la menace de l'Union soviétique, le Royaume-Uni cesse de bloquer l'intégration de la partie occidentale du vieux continent. D'autant plus que les États-Unis étaient très intéressés à soutenir ce processus. Destiné à aider les pays européens à se remettre des ravages de la guerre, le plan Marshall a été formulé en 1947 de manière à obliger les pays participants à coopérer toujours plus étroitement dans les domaines économiques. L'administration du président Truman, confrontée à la menace d'une guerre avec l'Union soviétique, avait besoin d'une Europe occidentale forte comme alliée. Forte économiquement, militairement et capable d'agir en tant que collectif. Déjà, lors de son discours à l'université de Harvard le 5 juin 1947, le secrétaire d'État George Marshall appelait les pays européens à créer un système de liens permanent. À partir de ce moment, Washington a exercé une pression discrète mais puissante sur les gouvernements alliés en Europe pour qu'ils entament le processus d'intégration le plus tôt possible et pour lui apporter un soutien continu au cours des années suivantes. Ce n'est pas un hasard si l'idée d'unification européenne a été formulée publiquement pour la première fois par Winston Churchill, l'ami le plus proche des Américains. L'ancien Premier ministre britannique a invité plus de 800 personnalités influentes de toute l'Europe occidentale à La Haye, début mai 1948, parmi lesquelles le chef de l'Union chrétienne démocrate ouest-allemande, Konrad Adenauer. Nous voulons une Europe unie avec la libre circulation des personnes, des idées et des biens partout, avait alors déclaré Churchill. Le Premier ministre français Robert Schuman, qui était présent, était d'accord avec cette vision, mais ne l'était pas entièrement. En effet, dans une Europe unie sous l'égide du Royaume-Uni, avec le soutien des États-Unis, la France pourrait ne pas jouer un rôle décisif. La conférence de La Haye a donné naissance au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, ces organes n'ont jamais reçu de véritable pouvoir, et leur influence sur le continent s'est limitée à exercer une pression morale sur les États pour qu'ils respectent les principes démocratiques et les droits de l'homme. Pendant ce temps, Robert Schuman, déjà en poste à la tête du ministre français des Affaires étrangères, a modifié le plan de Churchill pour mieux servir les intérêts français, avec l'aide de l'économiste Jean Monnet. L'industrie allemande, qui dépendait encore de la puissance de la région de la Ruhr, alors hégémonie de la production d'acier et de charbon, était vouée à la relance. Schuman annonça donc son fameux plan le 9 mai 1950. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous la direction d'une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation des autres pays européens, proclame son point clé. C'est ainsi qu'est née la communauté du charbon et de l'acier. La supervision conjointe de la production de charbon et d'acier visait à empêcher la croissance militaire et industrielle de l'Allemagne de constituer une menace pour la France. Dans le même temps, cela limitait l'influence des Britanniques et plaçait l'Allemagne dans la position de partenaire junior de la France, tandis que Paris obtenait un contrôle partiel sur la région la plus importante d'Allemagne. La veille de l'annonce du plan Schuman, son contenu a été porté à la connaissance de Washington. À la Maison-Blanche, l'initiative a été perçue comme une très bonne idée, en phase avec les objectifs stratégiques américains. Dans le même temps, les Américains ne se préoccupaient absolument pas des intérêts de la Grande-Bretagne, dont ils souhaitaient voir l'empire colonial rapidement disparaître. C'est pour cette raison que Londres n'a jamais été informé du plan Schuman. Le Quai d'Orsay y prenait un plaisir éternel. C'était le premier d'une longue série de petites revanches contre les Anglo-Américains, qui prenaient des décisions sans consulter Paris, affirme Tony Judd dans sa monographie Post-War. Mais la déclaration de Schuman a plu au chancelier allemand Konrad Adenauer.
C'est notre avancée, aurait-il crié à ses collègues. L'Allemagne vaincue a été invitée à rejoindre l'organisation internationale sur un pied d'égalité avec les pays vainqueurs. Paris, en revanche, a fait de grands efforts pour que Londres n'y ait pas accès. La communauté européenne du charbon et de l'acier regroupait 6 pays, mais toutes les décisions importantes ont été prises à Paris, après consultation avec Bonn. Adenauer a accepté la domination française parce que le souvenir des crimes allemands était encore frais en Europe, ce qui rendait très difficile pour lui de mener une politique étrangère indépendante. Il considérait la reconstruction de l'économie allemande comme un objectif plus important. Ceci grâce au plan Marshall américain, réussi brillamment. Dans le même temps, il préconisait une intégration économique plus profonde, partant de l'hypothèse qu'avec le temps, la puissance économique de l'Allemagne compenserait l'avantage politique de Paris. Ainsi, il n'était pas favorable à la construction de la communauté européenne de défense, poussée par la France, qui devait devenir une alternative à l'OTAN. Au lieu de cela, il a fermement soutenu les traités de Rome, en vertu desquels la Communauté européenne de l'énergie atomique a été créée en mars 1957 et la Communauté économique européenne, CEE, est née le 1er janvier 1958. Effectivement, l'Allemagne était prospère. Elle retrouvait sa force économique et diplomatique, menaçant la position dominante de la France. Par conséquent, lorsque le légendaire général Charles de Gaulle, dirigeant de la Seconde Guerre mondiale, reprit le pouvoir en France en 1958, il était fortement mécontent du déroulement des événements. La réponse de Gaulle fut un projet appelé Plan Fouché. Christian Fouché était un diplomate expérimenté, mandaté par le président de Gaulle. Il a présidé un comité de représentants des 6 États de la CEE, chargé d'élaborer les lignes directrices visant à transformer l'organisation en une fédération dotée d'une politique étrangère et de défense commune. L'Assemblée parlementaire de la communauté, existante en vertu des traités de Rome, serait transformée en Parlement européen. Toutefois, il n'aurait qu'un droit d'émettre un avis sur les décisions du Conseil. Malgré les efforts de De Gaulle, le plan Fouché fut rejeté par les pays de la communauté, même sous sa forme édulcorée, présentée à nouveau en 1962. Bien que son existence ne soit pas officialisée à l'époque, les dirigeants de tous les pays de la CEE commencèrent à se réunir régulièrement pour discuter de questions spécifiques. Le président français a estimé que l'intégration selon la formule de Paris n'étant pas possible, il devait la remplacer par une autre solution qui garantirait que la France reste une force leader dans la CEE. C'est ainsi qu'est née l'idée de traité de l'Élysée. Konrad Adenauer l'a accepté, estimant qu'il deviendrait un symbole de la réconciliation franco-allemande. Préparé pour la signature le 22 janvier 1963 au palais de l'Élysée, le traité prévoyait une coordination étroite entre les gouvernements allemands et français dans le processus de prise de décision clé. Selon les termes du traité, les chefs de gouvernement des deux pays devaient se réunir au moins 2 fois par an pour se mettre d'accord sur les questions les plus importantes. Les ministres des Affaires étrangères devaient se réunir au moins tous les 3 mois, tandis que les chefs d'état-major des forces armées devaient se réunir tous les 2 mois. Le traité de l'Élysée était destiné par De Gaulle à marquer le début d'une union plus étroite entre les 2 grands États de la CEE, formant le noyau d'une confédération avec les pays européens les plus faibles. Dans ce mariage de convenance, le président français s'était fixé le rôle de chef. Pendant ce temps, la déception l'attendait. Adenauer avait accepté avec complaisance une amitié de plus en plus étroite avec la France, à condition qu'elle ne menace pas les intérêts allemands. C'est ainsi qu'en mai 1963, le Bundestag ratifie le traité de l'Élysée. Mais il y ajouta une introduction qui irrita De Gaulle. Les Allemands y soulignaient le rôle du partenariat d'une Europe unificatrice avec les États-Unis et l'OTAN. Et de plus, ils ont annoncé la poursuite de l'intégration de l'ensemble de la communauté avec la participation du Royaume-Uni. Ce n'est pas ce à quoi s'attendait le président français. Jerzy Krasuski le souligne dans sa monographie « L'Europe occidentale après la Seconde Guerre mondiale ». Déçu par l'attitude de l'Allemagne, bloquant à la fois la fédéralisation et repoussant la puissance américaine hors d'Europe, De Gaulle s'est concentré sur le renforcement du statut de superpuissance de la France. Ce tournant politique s'est accompagné de la promotion du slogan d'une Europe des patries, qui justifiait la volonté du général. En 1966, il décide que la Ve République doit quitter les structures militaires de l'OTAN et veille à une expansion intensive des forces armées. À la fin de son règne, la France disposait déjà de ses propres armes nucléaires, préparées à être utilisées, à l'instar des États-Unis et de l'URSS,
selon les principes de la triade nucléaire. Il s'agissait de bombardiers d'assaut Mirage 4, capables d'emporter des bombes atomiques, de missiles S-2, transportant des ogives nucléaires d'une portée de 3000 km, et de sous-marins capables de transporter et de lancer des missiles balistiques. Au sein de la CEE, Paris renonça à promouvoir une intégration rapide, se contentant de maintenir les Britanniques en dehors de la communauté, même si le gouvernement de Harold Macmillan avait manifesté son désir d'adhérer à la communauté. Le président de Gaulle est resté inflexible, même lorsque les efforts de Londres ont été soutenus par le président américain John F. Kennedy. Il voulait que la France joue le rôle de la grande sœur de l'Allemagne, plutôt que du rôle du cousin pauvre des trois puissances industrielles germaniques, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne et les États-Unis, souligne Krasuski dans son livre. Il convient ici de mentionner qu'il était important pour le général que, selon les recensements effectués à l'époque aux États-Unis, environ 29% de la population de ce pays était d'origine allemande, alors que seulement 22% avaient leurs racines en Angleterre. Sur un point, Charles de Gaulle n'avait pas tort. Autoriser le Royaume-Uni à entrer dans la communauté signifiait que les processus d'intégration devaient être gelés. Lorsque le président français suivant, Georges Pompidou, autorisa le Royaume-Uni à rejoindre la CEE en 1973, aux côtés de l'Irlande et du Danemark, la mise en œuvre des projets de construction d'une communauté économique et politique, encore en gestation, ralentit considérablement. Seule la création du système monétaire européen a réussi, et en 1979, la monnaie virtuelle écu a été créée en prélude à l'union monétaire. Cette décision fut à son tour bloquée par le veto de Bonn. Le chancelier Helmut Kohl, qui n'avait pas l'intention de supprimer le mark allemand, car sa stabilité était l'un des piliers de la réussite économique de l'Allemagne. La première ministre britannique, Margaret Thatcher, a en revanche assuré que la création d'un État fédéral n'était pas possible. Le manque d'enthousiasme généralisé pour la vision autrefois évoquée par Schuman et Monnet était dû à des raisons plus profondes. La création du marché commun et une coopération étroite avec les États-Unis ont abouti à la renaissance économique de l'Europe occidentale. Cela s'est traduit à son tour par une augmentation de l'importance dans le monde des différents pays qui composaient la CEE. En 1985, les économies communautaires représentaient collectivement plus de 24% du PIB mondial, tandis que les États-Unis en représentaient 22%. À l'époque, aucune autre région du monde ne pouvait rivaliser avec la CEE en termes de richesse. Alors que la motivation d'une intégration plus poussée en matière de défense, c'est-à-dire la menace réelle que représentait auparavant l'Union soviétique, avait disparu à la fin des années 1980. Cet état de fait permettait aux plus grands pays de la communauté, l'Allemagne de l'Est, la France, le Royaume-Uni et même l'Italie, de bénéficier du statut dû aux superpuissances. La fédéralisation s'avérait inutile, et l'enthousiasme en faveur d'une telle politique s'était donc éteint. Seule la France a essayé d'entretenir sa flamme pour le bien de l'Allemagne, craignant de perdre à terme sa position de grande sœur en raison de l'importance économique croissante de Berlin. C'est pourquoi le président François Mitterrand et son ministre des Finances Jacques Delors ont commencé, au milieu des années 1980, à promouvoir une intégration plus profonde afin que l'Allemagne ne devienne pas soudainement une entité politique complètement indépendante. Mais bien que Delors, en tant que président de la Commission européenne, ait créé un comité pour l'étude de l'union économique et monétaire, ses efforts ont été vains, jusqu'à ce qu'une percée inattendue survienne. Le communisme s'est effondré en Europe de l'Est et la réunification des États allemands est devenue possible. La finalisation de ce processus devait marquer la fin de la position dominante de la France en Europe. En revanche, Paris n'avait pas assez de pouvoir pour bloquer indéfiniment le processus d'unification allemande, l'Union soviétique et les États-Unis ayant retiré leur opposition. Mitterrand accepta donc l'absorption de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest, mais exigeant au retour des Allemands une union monétaire rapide et la construction d'une union politique. Bien que la plupart des Allemands ne puissent pas imaginer renoncer à leur propre monnaie, le chancelier Helmut Kohl a accepté. Mais en échange, son ministre des Finances, Theo Weigel, a exigé que Paris formule des conditions dures pour les pays aspirant à rejoindre la future union monétaire. Ces mesures ont ensuite été incluses dans le pacte de stabilité et de croissance. Ayant reçu la garantie que le déficit budgétaire annuel des pays utilisant la monnaie unique ne dépasserait pas 3% du PIB et que la dette publique ne dépasserait pas 60% du PIB, a commencé à faire pression en faveur de l'union monétaire. Dans un cas, celui de l'euro, j'étais comme un dictateur, a-t-il admis dans une interview 10 ans plus tard avec le journaliste Jens Peter Paul
qui a attendu encore une décennie avant sa publication. Nous aurions perdu le référendum sur l'introduction de l'euro. C'est clair. Je l'aurais perdu 7 contre 3. Cole a expliqué. Les nécessités politiques ont finalement permis à l'intégration de démarrer et ses orientations ont été officiellement définies lors du sommet communautaire de Maastricht en février 1992. Il est intéressant de noter que ce n'est qu'avec la signature du traité que l'organe décisionnel clé, le Conseil européen, a été incorporé dans la structure communautaire. À Maastricht, les dirigeants des pays de la CEE se sont mis d'accord sur les fondements de l'Union européenne. Mais ensuite, leur forme actuelle a commencé à être forgée par des nécessités politiques. Et ce sont principalement des hommes politiques français et allemands qui l'ont fait avancer. Ces derniers ont de plus en plus le dernier mot. Tout d'abord, l'adhésion des pays d'Europe centrale à l'UE a été précédée par un nouveau traité signé à Nice le 26 février 2001. Un traité assez important. Il a réformé les structures de la communauté afin que son élargissement n'affecte pas son fonctionnement quotidien. Ce faisant, il a décidé d'introduire les premiers éléments de démocratie à un niveau central, conférant au Parlement européen ses premiers pouvoirs législatifs et de contrôle sur la Commission européenne. À ce stade, on aurait pu penser que la transformation de l'Union européenne en un État fédéral n'était qu'une question de temps. Une union monétaire était en train d'entrer en vigueur, à laquelle tous les pays de l'UE devaient adhérer au fil des années. De plus, les plans prévoyaient l'adoption d'une constitution européenne commune. Le 30 avril 2001, l'hebdomadaire Der Spiegel a publié un article intitulé Verantwortung für Europa, responsabilité pour l'Europe. Il s'agissait d'un manifeste du SPD au pouvoir, préparé par la direction du parti sous la direction du chancelier Gerhard Schröder. Les auteurs y proclament qu'il n'y a pas d'alternative à la poursuite de l'intégration. Schröder pensait que l'Union européenne devait progresser vers une unification politique en intégrant des solutions fédérales, sur le modèle du système allemand, et en accordant l'importance au principe de subsidiarité. Ce principe stipule que chaque niveau de gouvernement ne doit accomplir que les tâches qu'un niveau inférieur du gouvernement ou de la société civile elle-même ne peut pas accomplir efficacement. L'Union politique européenne a été inscrite à l'ordre du jour du SPD dans la seconde quinzaine de novembre 2001, lors du congrès du parti à Nuremberg. Les dirigeants allemands de l'époque pensaient que dans la nouvelle Union, la Commission européenne assumerait le rôle de gouvernement. Ainsi, le Conseil de l'Union européenne, composé des chefs de gouvernement des États membres et des ministres les plus importants, devait devenir une sorte de Sénat, c'est-à-dire la chambre haute du Parlement européen. Les compétences de ces derniers devaient être élargies, mais pas au point de pouvoir dominer les décisions du Conseil de l'Union européenne. L'idée d'un président de l'Union a également été proposée. Il ou elle devait être nommé conjointement par le Conseil de l'UE et le Parlement européen lors des élections à plusieurs niveaux. Moins d'un an après Nice, le chancelier Gerhard Schröder et le président Jacques Chirac ont publié une déclaration commune en décembre 2001, reconnaissant la nécessité d'une constitution de l'Union européenne. Presque immédiatement, cette proposition a été approuvée par le Conseil européen. Sa mise en œuvre rapide aurait signifié que les nouveaux membres d'Europe centrale auraient intégré dès le départ une grande fédération. Berlin et Paris ont retrouvé des intérêts communs à ce stade et à plusieurs niveaux. Dans le cas de la politique mondiale, les États-Unis, après l'effondrement de l'URSS, ont continué à consolider leur position dominante, profitant des gains leur offerts par la mondialisation de l'économie. En 2000, pour la première fois, ce ne sont pas les pays de la communauté, mais l'économie américaine qui a enregistré la plus grande part du PIB mondial. Dans le même temps, les entreprises européennes ont raté presque toutes les opportunités d'être les initiatrices et les leaders des révolutions technologiques successives. Ce sont les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et d'autres tigres d'Extrême-Orient qui peuvent se targuer d'une plus grande réussite économique. Et ce, grâce à la généralisation des ordinateurs personnels avec leurs logiciels innovants, de l'Internet, des microprocesseurs, des téléphones portables, etc. L'Union européenne prenait de plus en plus de retard dans la course aux secteurs économiques les plus modernes. Les dirigeants de l'époque en étaient conscients. C'est pourquoi le Conseil européen de mars 2000 a adopté ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne. Son objectif était le suivant. L'Union européenne doit devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde, capable d'une croissance économique durable avec des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, et une plus grande cohésion sociale, peut-on lire dans la communication du Parlement européen. L'intégration visait à faciliter la mise en œuvre de la stratégie
et à défier la domination politique et économique des États-Unis. Dans le même temps, Berlin et Paris y voient une manière de freiner les ambitions individuelles de chaque pays de la communauté. Surtout pour garder sous contrôle les nouveaux membres d'Europe centrale. Pendant ce temps, le système de décompte des voix adopté à Nice au Conseil de l'Union européenne offrait exactement le contraire. L'Allemagne, étant le pays le plus peuplé et le plus puissant économiquement, n'avait que 29 mois pondérés, exactement la même chose que le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Il n'est donc pas étonnant que ces pays aient soutenu le traité de Nice. De plus, le système de dépouillement de Nice offrait à l'Espagne et à la Pologne 27 voix chacune. Cela signifiait qu'un large éventail des plus grands pays de l'Union pouvait contrebalancer l'influence de chacun. Nice a ouvert la voie à une intégration plus profonde de la communauté et à son élargissement à l'est du continent. Ces deux mesures étaient nécessaires pour permettre à l'Union de résister à la domination américaine, mais en même temps, elles diminuaient sérieusement l'importance de Berlin et de Paris dans la communauté. L'étape suivante consistait donc à remplacer Nice par un traité rétablissant le statu quo. C'est ainsi que l'on peut lire les principales motivations du chancelier Schröder et du président Chirac. En revanche, le projet de construction rapide d'un État fédéral commun, esquissé par Schröder, n'a cette fois pas été pris en compte à Paris. Au lieu de cela, un traité établissant une constitution pour l'Europe a été présenté. Le seul changement significatif par rapport au traité précédent est toutefois que cette constitution a profondément réformé le système de décompte des voix au Conseil de l'UE. Le nouveau système, appelé système à double majorité, stipulait que pour qu'une décision soit prise, il fallait le consentement d'au moins 55% des États de l'Union, pas moins de 15 États, représentant au moins 65% de la population de l'Union. Et pour bloquer une décision, plus de 45% des États, soit 35% de la population vivant dans au moins 4 États. En outre, la Constitution a rassemblé dans un seul document tous les traités précédents, organisé le fonctionnement des institutions européennes et étendu les garanties des droits des citoyens européens inscrites dans la Charte des droits fondamentaux, déjà adoptée au sommet de Nice. En dépendant du nombre d'habitants, le poids des voix a rétabli l'équilibre des pouvoirs dans la communauté d'avant le traité de Nice, limitant le rôle des petits pays qui, de facto, ne pouvaient rien faire adopter sans l'approbation des plus grands. L'entrée dans l'UE de 10 nouveaux membres d'Europe centrale était prévue pour le 1er mai 2004. Cela signifiait qu'il n'y avait aucune possibilité de s'opposer au changement déjà préparé. Le projet de constitution a été conclu très rapidement et le vendredi 29 octobre 2004, les chefs de l'État de l'Union ont apposé leur signature sur le traité constitutionnel lors d'une cérémonie au Capitole à Rome. Cependant, le débat sur l'élaboration du texte du traité constitutionnel a été considéré comme n'étant pas entièrement libre, dans la mesure où les citoyens ordinaires n'y ont pas participé. C'est pourquoi le président de la Convention européenne, qui a rédigé et édité le traité constitutionnel, Valéry Giscard d'Estaing, a annoncé qu'il insisterait sur un référendum de ratification dans tous les États membres de l'UE. Cependant, seuls 10 pays ont reconnu ces paroles comme étant contraignantes. En France, selon la loi en vigueur, la ratification de la Constitution pourrait être effectuée par le Parlement. Pendant ce temps, le président Chirac a opté pour un référendum. En février 2005, le premier a eu lieu en Espagne et a semblé confirmer que tout se déroulerait comme prévu. Avec un faible taux de participation, jusqu'à 77% des électeurs ont voté en faveur de la Constitution. Puis, en mai, les Français et immédiatement après les Néerlandais ont dit un non catégorique. En France, jusqu'à 55% des voix se sont prononcées contre la ratification. Ce résultat a concerné d'autres pays de l'UE. Certains d'entre eux ont reporté ou suspendu le processus de ratification alors qu'il était déjà achevé, notamment en Allemagne et en Italie. Jacques Chirac, en perte de popularité, n'entend pas aller à l'encontre de l'opinion de l'électorat et déclare contraignant le résultat du référendum. L'état d'incertitude a duré plus de 2 ans. Les dirigeants des pays de l'UE ont convenu de prolonger le délai de ratification de la Constitution, mais comme cela n'a pas aidé, en juin 2006, lors du Conseil européen de Bruxelles, il a été décidé que, au plus tard au deuxième semestre 2008, une décision sera prise sur la mesure dans laquelle la Constitution doit être amendée afin qu'elle puisse toujours être adoptée. Berlin et Paris n'étaient pas prêts de renoncer à imposer une modification du décompte des voix au Conseil de l'UE. La tâche de modifier le traité constitutionnel est revenue à l'Allemagne qui, au premier semestre 2007, a pris la présidence de l'Union après les Autrichiens et les Finlandais, connus plus tard comme la présidence de poids. La chancelière Angela Merkel a déclaré que la question de la ratification du traité constitutionnel
serait une priorité pour son gouvernement. Elle aborde ensuite la question avec le pragmatisme qui est devenu au fil du temps sa marque de fabrique. Le nom tape à l'œil et controversé, la Constitution, a donc été ramené au neutre, le traité. Merkel a également renoncé à promouvoir des articles controversés en termes de vision du monde. Les gouvernements britanniques et polonais n'étaient donc pas obligés de signer la Charte des droits fondamentaux. Les dispositions sur la présence obligatoire dans l'espace public de symboles de l'UE, tels que le drapeau et l'hymne Ode à la joie de Beethoven, ont été abandonnées afin de ne pas suggérer aux citoyens européens que l'UE se transformait en un État fédéral. Même si, au même moment, le poste de président du Conseil européen était créé. Dans les médias, il est qualifié de manière exagérée de président de l'UE. En pratique, cette fonction confère des pouvoirs négligeables en matière d'organisation des réunions du Conseil européen. En dehors de cela, le président du Conseil européen a principalement une fonction représentative. En réalité, un rôle plus important est joué par le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, auquel rendent compte les plusieurs milliers de corps du service diplomatique de l'UE, appelé Service européen pour l'action extérieure. Ce poste a été créé dans le but de permettre à l'Union de poursuivre une politique étrangère unifiée au fil du temps. Cependant, la manière dont les votes seraient comptés au Conseil de l'UE restait la question clé. Durant la présidence allemande, l'habile diplomatie d'Angela Merkel a réussi à préserver le mécanisme du traité constitutionnel tout en réduisant drastiquement le droit de veto. Elle a été supprimée dans environ 45 domaines et, en raison de la résistance des petits États, n'était maintenue que dans les domaines les plus stratégiques, à savoir ceux liés à la politique étrangère, à la défense, à la sécurité sociale, à la fiscalité et aux affaires culturelles. Il est intéressant de noter que le chancelier de la CDU a piloté les changements conformément à la feuille de route exposée par Gerhard Schröder dans Verantwortung für Europa, mais sous une forme beaucoup plus douce. Dans de nombreux endroits, comme par exemple au poste de président du Conseil européen, il s'agissait d'une façade. Le traité préparé sous sa direction a été approuvé lors de la réunion des chefs d'État à Lisbonne les 18 et 19 octobre 2007 et signé solennellement le 13 décembre 2007. Puis, les ennuis ont recommencé. En juin 2008, le peuple irlandais a rejeté le traité de Lisbonne lors d'un référendum national, remettant en question la grande réforme du fonctionnement de l'Union. Mais la petite Irlande n'est pas la France avec son potentiel et son importance dans l'Union. Dublin s'est donc retrouvé sous une pression énorme. Dans le même temps, en échange d'un changement d'avis, le gouvernement irlandais s'est vu offrir, entre autres, des garanties juridiques selon lesquelles le document ne violerait pas la neutralité du pays ou la compétence nationale de l'Irlande en matière de politique fiscale et d'avortement. En conséquence, après une campagne massive du oui dans les médias irlandais, soutenue par les principaux partis politiques, pas moins de 67,1% des électeurs ont soutenu la ratification du traité de Lisbonne lors du deuxième référendum du 2 octobre 2009. À la surprise générale, le président tchèque Václav Klaus a résisté très longtemps. Il a refusé de signer l'acte de ratification, expliquant cela par crainte d'éventuelles réclamations de la part des descendants des 3 millions d'Allemands des Sudètes, déplacés de Tchécoslovaquie par les décrets Beneš de 1945. Finalement, le Conseil européen a décidé que la République tchèque serait exclue de l'application de la Charte des droits fondamentaux aux côtés du Royaume-Uni et de la Pologne. Cela a convaincu Václav Klaus de changer d'avis. La Pologne, à son tour, a été apaisée par le fait que les règles de vote au Conseil de l'UE étaient jusqu'en 2014 basées sur la méthode de vote pondéré du traité de Nice. Le processus de ratification du traité de Lisbonne a ainsi abouti à une heureuse conclusion, et c'est surtout Angela Merkel qui peut se féliciter de ce succès. La clé du succès a été le poids des voix au Conseil de l'Union européenne, car c'est ici que sont concentrés tous les fils du pouvoir qui unissent l'Union. Tout ce qui est proposé par le Parlement européen ou par la Commission européenne aboutit au Conseil de l'Union européenne. Il ne s'agit pas d'une entité unique, mais d'organismes fêtiers qui se réunissent selon 10 configurations différentes en fonction du domaine politique de l'UE examiné. Et chaque pays envoie à la réunion le ministre responsable du domaine politique en question. Les décisions les plus importantes sont prises par les dirigeants des États membres lors des réunions du Conseil européen. Étant donné que le traité de Lisbonne ne peut opposer son veto qu'à un nombre limité de questions, les décisions prises deviennent alors contraignantes pour tous les membres de l'UE. La seule possibilité restante est alors de faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui décide si une décision spécifique est conforme aux droits de l'UE. Pour saisir l'importance du succès d'Angela Merkel,
il faut visualiser l'évolution du pouvoir dans le système de pondération. Dans le système de Nice, le poids des voix de l'Allemagne était de 8,4% du total des voix, alors que dans le système de Lisbonne, il était de 16,5%, 2 fois plus. Dans le cas de la France, il y a eu une augmentation de 8,4 à 12,9%, au Royaume-Uni de 8,4 à 12,4%. La part de l'Italie et de l'Espagne a également augmenté. Chacun des grands pays a gagné en influence, ce qui les a incités à soutenir l'action d'Angela Merkel. Ce sont les plus petits pays qui ont perdu le plus, leur poids électoral ayant été divisé par plusieurs, un exemple étant l'Estonie, dont le poids électoral pèse désormais 4 fois moins. Dans la pratique, cela signifie que la politique européenne a commencé à être décidée par les grands pays et que le rôle de meneur de jeu a été assuré par Berlin, car il est très difficile de jouer contre le plus grand décideur. En concluant une alliance avec l'Allemagne, il y a de grandes chances que quelque chose soit adopté au Conseil de l'Union européenne. Les Britanniques se sont vite rendus compte en insistant pour que leur ancien Premier ministre Tony Blair devienne le premier président du Conseil européen. Angela Merkel a décidé qu'une personne de cette stature et de cette expérience politique serait trop gênante pour elle à Bruxelles. Elle a donc promu l'ancien Premier ministre belge, Herman Van Rompuy, à la présidence. À partir de ce moment, le processus de renforcement de l'intégration de l'Union a cessé d'être attrayant pour la chancelière Merkel. D'autant plus que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne a coïncidé avec le déclenchement de la crise économique mondiale en 2008. Il a radicalement accéléré le processus d'affaiblissement économique des pays du sud de l'UE et de la France vis-à-vis de l'économie allemande. L'Allemagne, bénéficiant de ressources énergétiques abordables en provenance de Russie, a commencé à consolider sa position de seule puissance économique au sein de l'Union. Ce changement a été encore accéléré par le Brexit. Alors que le Royaume-Uni faisait partie de l'UE, il servait non seulement de frein, ralentissant l'intégration, mais aussi de pays garantissant la possibilité d'établir des exceptions, créant un précédent pour les États individuels dans les traités. Le Royaume-Uni a également garanti un contrepoids au Conseil de l'Union européenne à l'Allemagne et au tandem franco-allemand. Il fallait tenir compte de la position eurosceptique habituelle de Londres. La sortie du Royaume-Uni de la communauté a finalement bouleversé l'équilibre politique précédent, renforçant encore davantage la position déjà forte de Berlin. Dès lors, la chancelière Merkel assume avec compétence et modération le rôle d'arbitre, assurant l'équilibre au sein de l'Union. Les gouvernements du Nord, où l'électorat supporte difficilement l'idée de subventionner les pays du Sud et de l'Est du continent, même s'il s'agit de marchés rentables, se sont vus attribuer un mécanisme d'état de droit. C'est grâce à lui que les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Belgique ou la Finlande ont acquis le sentiment que s'ils enfreignaient la législation européenne, ils pourraient priver un pays du Sud ou de l'Est de l'Europe, trop contraignant des fonds communautaires. À leur tour, affaiblis par la crise financière de la zone euro, l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ont reçu le soutien financier de Berlin. Mais cela en échange d'un douloureux resserrement de la ceinture budgétaire, sous la supervision d'une troïka créée sur place et composée d'experts de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international. En pratique, il était dirigé par le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble. C'est Schäuble qui a frappé les Grecs, selon le quotidien Die Tageszeitung, les obligeant à prendre des mesures d'austérité drastiques pour rester dans la zone euro. Située au centre du vieux continent, l'Allemagne est devenue entre 2009 et 2021 le seul axe sur lequel reposait la cohésion de l'ensemble de l'Union. Comme il sied à un bon pacificateur, elle a défendu le Nord contre l'avidité financière du Sud, et en même temps, ils prenaient soin du Sud, le défendant contre les attaques du Nord. Et ils ont offert aux pays d'Europe centrale la garantie que les fonds de cohésion ne seraient pas réduits par les États de l'ancienne Union en difficulté financière. Otto von Bismarck a un jour qualifié cette tactique politique de rôle d'intermédiaire honnête. Alors que les Romains appelaient une telle approche divide et impera, diviser et conquérir. Tout cela se passait de préférence par l'intermédiaire de Bruxelles, garantissant que le médiateur avait les mains propres. Il n'est donc pas surprenant que lorsque le 26 septembre 2007, ce qui nous ramène au début de notre histoire, le président Macron a présenté sa vision d'un approfondissement de l'intégration européenne lors de sa conférence à la Sorbonne, la chancelière l'a complètement ignoré. Dans une telle situation, tout changement à Berlin ne pourrait être que pire. Cependant, comme cela s'est souvent produit dans l'histoire européenne, quelques années seulement se sont écoulées et de nouvelles circonstances ont bouleversé l'équilibre précédent, tandis que les nécessités politiques ont forcé le chancelier Scholz
à chercher les moyens de forger quelque chose de nouveau. La devise officielle de l'Union européenne est la maxime latine « In varietate concordia », unis dans la diversité. Mais l'histoire montre que les motivations de la création de l'Union, et plus tard de son évolution, sont nées des intérêts directs de ses plus grands membres, la France et l'Allemagne. Eux seuls disposent d'un potentiel suffisant pour dicter d'en haut l'orientation du développement de l'Union et ensuite la mettre en œuvre. La situation n'est pas différente maintenant. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est juste la réalité. Chaque pays a le droit de poursuivre ses intérêts vitaux, surtout lorsque ces intérêts se chevauchent souvent, comme le montre l'exemple d'un syndicat commun. Il s'agit d'une grande réussite pour l'Europe, qui a stimulé énormément la croissance de chacun de ses membres. La motivation actuelle en faveur d'un nouveau pas vers un État fédéral européen découle du déclin continu et rapide de l'importance des grands États de l'UE, l'Allemagne et la France, par rapport à deux autres centres de pouvoir dominants, les États-Unis et la Chine. Après des décennies de tests mutuels, Paris et Berlin conviennent finalement qu'il est temps de consolider leur pouvoir et d'affronter Washington et Pékin, armés d'outils de gouvernance comparables. Ainsi, chaque nation a le droit de définir son propre intérêt national, et aujourd'hui, Paris et Berlin l'identifient à la création d'un super-État européen dans lequel, naturellement, pour des raisons démographiques et économiques, ils auraient le plus grand pouvoir de décision. Néanmoins, la définition de l'intérêt national varie selon les membres de l'Union, et pour la plupart d'entre eux, la concurrence mondiale avec les États-Unis et la Chine n'est pas une priorité. Pour des pays comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Pologne, la menace de guerre de la part de la Russie constitue la préoccupation la plus importante. Dans le nouveau format de l'Union, tous ces pays, en abandonnant le droit de veto, céderaient à Bruxelles le pouvoir de décision sur leur propre politique de sécurité. Et rappelons-nous que les actions de Bruxelles dépendraient des États qui auraient mal évalué les actions du Kremlin avant l'invasion de l'Ukraine. La concurrence avec Pékin et Washington n'est peut-être pas une priorité pour la Grèce, l'Italie ou l'Espagne, des pays constamment exposés aux vagues migratoires en provenance du Sud et aux problèmes économiques persistants. En d'autres termes, les nations de l'Union ne se font toujours pas confiance, à bien des égards, comme l'a démontré entre autres la guerre en Ukraine. Et cette méfiance ne peut pas être imputée uniquement au mouvement nationaliste. Un bond en avant serait un saut dans un organisme profondément divisé et en conflit interne. La question est de savoir si une telle évolution constituerait une réelle opportunité pour le développement de l'Union ou une voie menant au chaos. L'histoire passée de l'Union suggère que la prochaine phase d'intégration sera réalisée grâce à des tentatives de compromis. Pourtant, cela sera toujours conditionné par les intérêts nationaux pragmatiques de l'Allemagne et de la France, ce qui n'est pas surprenant. Ils détermineront également si une véritable fédéralisation de l'Europe est possible. Dans le passé, chaque fois que les intérêts politiques, économiques ou même prestigieux des deux pays les plus importants de l'Union divergeaient, les projets d'intégration plus profonde s'éteignaient naturellement. Aujourd'hui, la diminution de l'importance de l'Allemagne et de la Ve République les pousse vers une transformation de l'Union européenne en un État fédéral. Mais Paris et Berlin ont-ils aujourd'hui suffisamment d'influence, même au sein de l'Europe, pour convaincre le reste du vieux continent de cette idée ?